Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Léo, je suis médecin en fin de formation et créateur d'Hippocrate, un compagnon de santé qui vous aide à intégrer des habitudes saines dans votre quotidien. On va d'ailleurs lancer bientôt notre première phase test, vous avez juste à suivre le QR code en haut à gauche de l'épisode ou le lien en description. Dans le labo d'Hippocrate, on accueille des spécialistes pour parler santé, vulgariser et vous aider à comprendre pour construire la santé que vous méritez. Professeur Laville, bonjour. Bonjour, Bienvenue dans le labo d'Hippocrate. Comme à mon habitude, je vais vous demander de vous présenter un petit peu pour introduire le sujet du jour. je m'appelle Martine Laville, je suis actuellement professeure émérite de nutrition à l'université Lyon 1, c'est-à-dire que je suis retraitée et j'ai eu une longue carrière de praticien hospitalier, professeur des universités dans lequel j'ai travaillé à l'hôpital Lyon Sud dans un service d'endocrinologie, diabétologie, nutrition où je me suis occupée de patients atteints de maladies métaboliques, diabète et obésité essentiellement. Et puis également, j'enseignais à la faculté de médecine Lyon Sud. J'ai également eu un parcours de recherche, en nutrition et j'ai dirigé le centre de recherche en nutrition humaine, Rhône-Alpes, pendant de très nombreuses années. Merci de m'inviter à parler d'un sujet qui me tient à cœur, qui est l'obésité. Exactement, c'est un peu... Alors j'ai du mal à trouver quelqu'un pour parler de ce sujet-là. Donc, comme on parlait en introduction, c'est Dr Kevin Cessel qui est déjà passé 2 fois sur le podcast qui vous a recommandé. Et c'est un sujet qui, je pense, est très important parce que il y a plein d'idées reçues dessus. On entend plein de choses qui font peur, plein de choses qui sont presque absurdes. On a un petit peu de mal à démêler le vrai du faux. Et nous, ça va être un peu notre travail aujourd'hui. Et quand c'est comme ça, je commence toujours par une question pour définir un petit peu le sujet de qu'est-ce que l'obésité? C'est une très bonne question, hein, très bonne question. On a une définition, puis il y a la définition de l'OMS, l'Organisme mondial de la santé, qui est que l'obésité, c'est un excès de masse grasse qui peut nuire à la santé. La définition de l'obésité est rendue difficile parce que c'est une maladie visible, puisqu'elle se réfère à la corpulence, hein, et qu'elle est bien sûr, de ce fait, l'objet de stigmatisation. Et c'est tout à fait l'enjeu de pouvoir définir l'obésité comme une maladie et non pas comme, une simple corpulence, un état d'être, en respectant les personnes. Mais bien sûr, comme l'obésité a des conséquences santé, il va falloir faire le lien entre cette corpulence, cet excès de masse grasse et la santé. Et en fait, la définition de l'OMS a conduit à établir des normes. On est obèse dans certains seuils et ces normes, bien sûr, ça part du poids, mais le poids doit être pondéré par la taille et c'est un indice qui était, très vieux, hein. C'est l'indice de Ketley que maintenant on appelle le BMI, Body Mass Index, puisque la littérature anglo-saxonne a pris le pas, mais c'était un Belge, Ketley, qui a défini cet indice, l'indice de masse corporelle, le poids en kilos divisé par la taille en mètres au carré pour, permettre de normaliser par rapport à la taille. Ah, à partir de cet indice, il a été montré qu'il existait une surmortalité à partir d'un certain seuil. Et en fait, les définitions initiales, elles sont issues de travaux, plutôt américains, en fait, payés par des compagnies d'assurance qui voulaient taxer, les personnes en obésité. Et on a pu montrer qu'il existait une courbe en J entre cet indice de masse corporelle et le surrisque de mortalité. Une courbe en J qui fait que quand on est trop maigre avec un indice de masse corporelle bas, bien aussi on a une surmortalité. Qu'on a toute une partie dans lequel il n'y a pas de surmortalité et c'est ce qu'on a appelé un poids normal. Et puis ensuite, le risque augmente et c'est la branche ascendante du J qui fait que on va définir l'obésité. Donc, d'après ces critères, l'indice de masse corporelle dit normal, hein, va être situé en dessous de 25 et au-dessus de 17. En dessous de 17, on est quand même dans la maigreur. Entre 25 et 30, on va parler de surpoids, où on a une augmentation du risque, mais qui n'est pas majeure. Au-delà de 30, on va parler d'obésité. Et au-delà de 40, l'obésité massive, on a eu défini des grades. Donc ça a donné, des chiffres, d'obésité et surtout d'incidence d'obésité en population.
C'est extrêmement intéressant en population pour dire, et on pourra parler de l'épidémie. L'article du Lancet récent de juin ou mars 2025 montre qu'actuellement, il y a 2,2 milliards de personnes dans le monde qui sont en surpoids ou en obésité. Donc cet indice de masse corporelle est extrêmement intéressant à l'échelle des populations pour suivre cette évolution de l'incidence de l'obésité dans les pays à travers le monde. Mais quand on arrive à l'individu, au patient qui va consulter, bah, les choses sont plus compliquées. Parce que chaque fois qu'on fait, enfin, vous connaissez les statistiques, en population, on a une moyenne, on a des tendances, mais quand on regarde l'individu, eh bien, un individu, un tel, avec un indice de masse corporelle, mettons, à 26, va peut-être avoir des risques santé qu'un individu avec un indice de masse corporelle à 32 n'aura pas, parce que cet indice de masse corporelle est un reflet de la masse grasse déjà, et puis est un reflet du risque de santé, mais n'est pas un indice absolu au niveau de l'individu. C'est pour ça que, et on en parlera je pense, on a été amené à avoir des nouvelles définitions de l'obésité qui dépassent cet indice de masse corporelle. L'indice de masse corporelle est toujours très intéressant en population pour suivre l'évolution de la tendance de l'excès de poids à travers le monde, mais au niveau de l'individu que le médecin va avoir soigné, il faut aller bien au-delà de l'indice de masse corporelle et notamment essayer d'avoir un reflet réel de ce qu'est la quantité de masse grasse, parce que là aussi, on a de très belle corrélation entre l'indice de masse corporelle et la quantité de masse grasse, mais cette corrélation est issue d'un nuage de points, et au niveau de l'individu, il y a de la variabilité. Donc là, ce qui va être important quand on a un patient qui a un problème de poids ou qui va venir pour un problème de poids ou que vous avez à l'œil l'idée que ce patient souffre peut-être de la maladie obésité, il va falloir aller plus loin que la balance et définir le risque de cet individu, de ce patient qui est en face de vous. C'est toute, l'importance de passer par, heu, des critères qui sont aussi, un peu généraux dans l'ensemble parce qu'au final, le même s'il est souvent critiqué, l'IMC, le BMI a apporté pas mal de choses quand même sur toutes les dernières années, mais aussi de voir la personne comme un individu et non pas comme juste un chiffre, parce qu'on peut le voir typiquement sur les personnes, qui font, beaucoup de sport ou, beaucoup de une masse musculaire qui est assez développée, l'IMC n'a fini par ne plus avoir trop de valeur pour certaines personnes. Puis après, il va y avoir la répartition, de la graisse et avec ce problème effectivement de la graisse abdominale qui est plus délétère sur le point de vue métabolique. Et puis, il va y avoir des surcharges pondérales importantes qui auront que des problèmes mécaniques. Enfin, c'est vraiment l'individu. Le poids va être une alerte pour le médecin, une alerte pour la personne et après il faut remettre dans un contexte global. Et si on peut parler de la nouvelle définition à ce stade-là, on pourra parler de rapidement Ouais, un l'épidémiologie petit point mondiale, je vous ai épidémiologique, dit deux pourquoi pas. virgule deux milliards. Votre question c'était: «Est-ce qu'on va vers une épidémie?» On va pas vers une épidémie, on est dans une épidémie. On est dans une épidémie et cet article du Lancet a regardé à travers, tous les pays du monde, l'évolution entre 1990 et 2021 et il montre qu'il y a des pays notamment les pays du Moyen-Orient, les pays d'Afrique, ont eu, des incidences qui ont doublé, voire triplé, dans ces, dernières années. Donc on est en pleine épidémie et les projections pour 2050 sont vers 3 millions, plus pardon, 3 milliards d'individus atteints, de surpoids ou d'obésité à travers le monde. Donc on est en pleine épidémie et c'est vraiment une urgence, de résister, d'essayer de lutter contre le développement de l'obésité tout en soignant les patients. Et en France, quel pourcentage de la population surpoids, obésité à peu près? Alors, en France, on manque, de d'études, en fait. Quand j'ai fait mon rapport là, qui m'avait été commandé sur la prévention et le traitement de l'obésité, j'ai eu la surprise de voir qu'en fait, on manquait, d'études et notamment qu'on n'avait pas un recueil systématique, des, poids et tailles, par exemple, des enfants. Alors qu'on a une médecine scolaire qui n'est pas optimum, mais qui existe, on n'a malheureusement pas au niveau national une vision, globale et ça, c'est vraiment un manque, qu'il va falloir combler. Si on veut faire de la santé publique, il faut être capable de mesurer dans le temps et de suivre l'évolution.
Alors, qu'est-ce qu'on a en France? On a une grande étude qui avait été lancée par le laboratoire Roche il y a de très nombreuses années, qui était l'étude OBEPI, qui avait l'intérêt de de suivre c'était tous les 2 ans, puis après Roche a arrêté la commercialisation du Xénical et ça a été repris par la Ligue contre l'obésité. Là, on a des chiffres récents. Ce type d'étude, c'est un sondage Sofres, c'est-à-dire qu'il va y avoir des gens qui vont être tirés au sort et à qui on va demander de répondre à un certain nombre de questions. Donc la méthodologie est bonne puisque ça a été la même au cours des années et ça permet de comparer. Elle a l'inconvénient de partir de poids et de taille rapportés. C'est les gens qui devaient se peser, se mesurer et répondre. Cette étude est quand même la plus précieuse parce que c'est quand même un échantillon représentatif de la population française. Et les derniers chiffres montrent qu'actuellement, chez les hommes, le surpoids et l'obésité, l'ensemble est à 54% de la population. C'est-à-dire qu'actuellement, en France, il y a plus d'hommes qui sont en surpoids, en obésité que de poids dit normal. Et chez les femmes, c'est à 43,2%. Si on parle juste en obésité, les hommes sont à 17,4% d'obésité, IMC supérieur à 30, et les femmes à 18,8% d'obésité. Et là, c'est des chiffres qui ont l'intérêt d'avoir inclus les départements d'outre-mer. On pourra faire un point sur les différences régionales et notamment la situation extrêmement grave dans les départements d'outre-mer, notamment pour les femmes. Voilà. Donc cette étude est intéressante parce qu'elle a été renouvelée avec cette méthodologie qui a l'intérêt d'avoir une population tirée au sort, donc représentative de la population française. On a d'autres études, une étude que la cohorte Constance, qui là est une cohorte très intéressante puisque les gens vont être pesés, mesurés avec plein de paramètres santé, mais c'est bien sûr des gens qui vont y aller de façon volontaire. Donc, on a un public qui n'est pas le public commun et évidemment avec une surreprésentation de gens plus éduqués, plus sensibilisés à la santé et les chiffres qu'ils donnent sont inférieurs. Et ce qui est bien logique, mais d'ailleurs la cohorte Constance fait toujours des corrections quand elle publie les données par rapport au niveau socio-économique de sa population. L'ennui que ça a eu, c'est que dans la publication énorme du Lancet, où tous les pays ont été étudiés, c'est uniquement les chiffres de la cohorte Constance qui ont été pris parce que c'était vraiment des poids et des tailles mesurés et devant des tiers. Mais ils n'ont pas, compte tenu de la masse de données, puisque c'était les données monde, n'ont pas fait ces corrections. Et la France apparaît avoir des chiffres très bas d'obésité, ce qui n'est pas un reflet réel de la situation. Mais évidemment, on n'est pas dans les mêmes chiffres qu'on aura dans d'autres pays, notamment, comme j'ai dit, au Moyen-Orient, encore aux États-Unis. C'est intéressant justement, de revenir, comme vous disiez, sur la disparité, heu, régionale, territoriale et j'irais même un peu plus loin encore aussi socio-économique parce que je pense Bien qu'il sûr. y a une grande, disparité, chez les classes sociales les moins favorisées. Est-ce qu'on peut faire un petit point là-dessus? C'est extrêmement important parce qu'on retrouve ça, dans tous les pays du monde et en France. Donc en France, quand on regarde la carte régionale, on a déjà des différences régionales. Déjà, si on parle en métropole, le nord et l'est est plus atteint, par, l'obésité que, l'ouest notamment et le sud. Après, au niveau, toujours métropole, si on regarde, ça c'est une vision macro, si on regarde en micro, dans les villes, dans les territoires, dans une ville, les quartiers les plus défavorisés vont avoir une incidence d'obésité, plus forte. Toujours, avec la réserve qu'on manque de données, ce que je vous disais. C'est pour ça qu'à mon avis, avoir des données, de santé, de l'enfant, puisque c'est quand même là où l'école, où tout le monde va aller, hein, tout type de population. Si on pouvait avoir les données, en temps réel, des résultats poids et taille des enfants en médecine scolaire, ça serait vraiment extrêmement important pour suivre vraiment l'état de la France. Donc on sait quand même que dans des quartiers, la situation est beaucoup plus, sévère et puis on a ce problème des territoires d'outre-mer où il y a une incidence de l'obésité extrêmement importante avec de multiples, raisons qu'on pourra aussi évoquer et notamment les femmes portent un tribut, particulièrement important. Par exemple, à La Réunion, les hommes ont une incidence d'obésité qui est pas différente de métropole, alors que les femmes vont être, à 25-30% d'obésité. Bon, pour des raisons socio-économiques, famille monoparentale, poids, qui portent, sur la femme et aux Antilles, c'est hommes et femmes ont un problème d'obésité plus important qu'en métropole.
Donc effectivement, on voit tout de suite, on dira, pourquoi on devient obèse et comment, que quand même les conditions socio-économiques et culturelles, ont un rôle important. Ça permet justement de faire la transition vers, cette partie-là qui est, d'où vient l'obésité et comment on finit par en arriver là. Mais ça montre déjà, avant même qu'on réponde à cette question, que c'est pas simplement un manque de volonté et je mange trop ou, voilà, manger moins et ce sera réglé. Et c'est important, je pense, et ce sera peut-être la chose à retenir de cet épisode-là pour ceux qui nous écoutent, c'est que c'est pas si simple et on en parlera tout à l'heure, mais il y a un un visuel qui existe qui s'appelle l'Obesity System Map, que moi j'ai découvert là il y a peut-être 2 mois et qui m'a pour le coup impressionné tellement il y a de facteurs différents, qui viennent entrer en jeu. Et c'est très bien que vous ayez cité, ce graphe qui est tout à fait évocateur. Moi, quand on baigne dans l'obésité, quand on a vu beaucoup de patients, on a un peu de mal à comprendre qu'il y a des gens qui pensent que c'est simple et que non, c'est pas si simple, c'est pas si simple. Alors effectivement, en parlant de ce graphe, il faut voir que tout un chacun, un individu, vous, moi, d'autres, on est au sein d'un système. Alors ce système d'ailleurs, c'est notre propre système, ce qu'on est nous, notre génétique. Il y a notre physiologie parce que, un poids n'aura pas les mêmes conséquences chez tout le monde et d'ailleurs pour soigner, beaucoup de diabétiques de type 2, ils ont pas des poids extrêmes. Les diabétiques de type 2, ils vont être en surpoids, ils vont surtout avoir une répartition de la graisse différente, hein. Donc l'effet du poids, va pas avoir les mêmes conséquences chacun. On a une physiologie, on a une psychologie, on a une psychologie. Il y en a qui aiment bouger, il y en a qui aiment manger, il y en a qui aiment rester chez eux tranquilles, donc ça, c'est nous l'individu. L'individu, il est là avec ce qu'il est et donc il est au milieu d'interactions. Alors les premières interactions, c'est des interactions, sociétales, familiales, c'est notre culture, c'est, nos amis, notre cercle, notre travail, notre sphère d'influence qui va jouer sur, notre comportement quotidien. On n'est pas pareil si on est, une femme, mère célibataire, de 3 enfants aux Antilles, que si on est, un cadre, dans le je sais pas quel arrondissement de Paris. Donc, ça c'est évident que notre comportement quotidien ne sera pas le même. Donc il y a, notre culture, notre environnement. Et puis après, effectivement, puisqu'on arrivera quand même à reparler de cette affaire de balance énergétique qui est peut-être la Dieu sait si j'ai beaucoup travaillé sur la dépense énergétique et cetera, mais on a probablement hyper simplifié le système en disant: «Bah, il y a les entrées, les sorties, il y a la balance et cetera». OK, et les calories d'un côté et tout ça. Bien sûr, bien sûr. Donc cette balance, elle va dépendre de ce qu'on mange. Et il dépend de quoi ce qu'on mange? Bah, il dépend de ce qu'on peut se payer, hein. Il dépend de ce qu'on va trouver à côté de chez soi et il dépend de comment ça va être produit, qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc de la qualité des aliments, de l'environnement nutritionnel et cetera. Donc ça, c'est des choses qui sont extrêmement influentes et même si vous avez envie de manger que des fruits et légumes, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez pouvoir vous payer, qu'est-ce que vous allez trouver? Qu'est-ce que vous aurez le temps d'acheter et cetera. Donc ça, c'est pour la partie alimentation et sur la partie dépenses énergétiques, c'est la même chose. Votre environnement, votre capacité à bouger dépend aussi de votre envie de bouger et ça, il y a des déterminants génétiques aussi là-dedans, hein. Il y a des gens qui ont, besoin de bouger, qui bougent sans arrêt. C'est aussi culturel. Les Italiens qui parlent comme ça, c'est pas pareil que, d'autres comportements. La capacité à bouger, elle va dépendre de beaucoup de choses, mais aussi de votre environnement. Est-ce que vous êtes obligé de vous rendre à votre travail très loin en voiture? Ou est-ce que vous pouvez y aller à pied tranquille ou en vélo, comme dans une ville très cyclable comme Lyon? Voilà. Et donc, on est dans cet environnement qui va influer beaucoup nos comportements et qui va avoir ses conséquences, évidemment, sur cette fameuse balance énergétique, qui auront des conséquences sur notre poids, qui n'auront pas les mêmes conséquences chez tout le monde et notamment les mêmes conséquences santé chez tout le monde. Donc c'est pour ça que c'est pas si simple. C'est pour ça que c'est pas si simple et bien sûr, on va demander aux patients, de modifier, ce qu'on appelle les modifications thérapeutiques du mode de vie. OK, on va modifier le mode de vie, mais il faut voir
qu'est-ce qui est modifiable dans ce mode de vie? Les Finlandais ont eu des grandes campagnes de santé publique pendant de très nombreuses années. Ils avaient beaucoup de problèmes d'obésité, de diabète de type 2 et en plus des problèmes immunologiques de diabète de type 1. Donc ils avaient de gros problèmes métaboliques et donc le gouvernement avait pris ça à bras le corps avant même notre PNNS. Et il y a un ministre qui s'appelait Pushka qui avait fait une petite diapositive que j'ai vraiment beaucoup aimée, qui montrait un petit bonhomme sur une pente qui poussait une boule, peut-être une boule de graisse. Et il montrait la pente et il montrait en disant bon, c'est l'individu, bah, il faut qu'il pousse sa boule, c'est ce qui. Mais la société, elle doit faire que la pente diminue. Et c'est vraiment ça. Il va falloir faire que, à la fois en prévention, mais aussi en traitement, que les modifications soient plus faciles, que la pente diminue. C'est-à-dire que la marchabilité des villes, l'accessibilité d'une alimentation saine, influer sur l'agroalimentaire, et on reviendra sur ces fameux ultra transformés pour lesquels j'ai quelques idées. Voilà. La Du coup, c'est pas si simple. Du coup, c'est pas si simple. Tout ne repose pas sur l'individu. Bien sûr, l'individu, il a à faire des choses, l'individu, mais il faut que ça soit plus facile que ça et regarder qu'est-ce qui va être facile ou pas. C'est super important de se rendre compte de ça parce que soit d'un côté, j'ai l'impression, enfin, en fait, bon, comme beaucoup de choses, c'est souvent pris tout noir ou tout blanc, et malheureusement, c'est pas pris sous un prisme un peu de nuances de gris, où soit d'un côté, c'est que la faute de la société, et soit de l'autre côté, c'est que de la faute de la personne. Et comme vous dites, en fait, le levier, il viendra des deux côtés pour C'est ça. améliorer cette situation pour l'obésité. C'est vraiment l'histoire de la pente. Voilà. Donc, c'est à chacun de monter sa pente, mais il faut qu'elle soit quand même pas trop pentue. J'interromps rapidement l'épisode pour vous parler d'Hippocrate, votre compagnon, qui vous aide à construire une santé durable. Il utilise vos ressentis afin de vous aider à intégrer des habitudes saines dans votre quotidien. Nous l'avons imaginé, construit et développé avec un conseil scientifique et des coachs certifiés. Alors si vous voulez faire partie de la toute première phase test du produit, je vous laisse suivre le lien en description ou scanner le QR code en haut à gauche de votre écran. On peut reprendre. Justement, dans cette Obesity System Map, il y a une part aussi un peu génétique qui est Oui, prise en compte, qui je pense est très importante. Est-ce qu'on peut faire un petit point là-dessus? oui, tout à fait. On a eu quand même beaucoup de progrès sur la maladie obésité, heureusement. Il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent. Et on a donc eu des progrès dans la génétique. D'une part, bah, il y a eu quand même l'énorme découverte, bon, qui date maintenant, mais de la leptine, hein. La leptine, l'hormone produite par le tissu adipeux qui va signaler au cerveau, l'état des stocks, en graisse et qui est une hormone qui va, réguler l'appétit, voilà. Donc ça a quand même été une énorme découverte. Après, on a vu beaucoup d'autres hormones, on a mieux compris, les mécanismes, mais ça a été l'énorme découverte et qui a, une fois qu'on a trouvé, on a trouvé des formes d'obésité monogénique ou comme la souris OB qui était, la souris, sur lequel la découverte a été faite, des familles dans lequel il y avait une obésité génétique par défaut de cette hormone, la leptine. Donc ça a été quand même la première démonstration d'une obésité monogénique par un défaut d'une hormone produite par le tissu adipeux. Ensuite, il y a eu pas mal de progrès pour trouver un certain nombre de ces obésités monogéniques, qui sont malgré tout extrêmement rares, les obésités monogéniques par rapport aux obésités communes. On va y aller progressivement. Donc, on avait le défaut de la leptine, on a eu des mutations dans le récepteur de la leptine qui ont aussi donné des obésités massives. Et puis, on a mieux décrypté les voies de la satiété et notamment, on a pu mettre en évidence l'existence de mutations du mélanocortine récepteur 4, qui fait partie certainement des obésités monogéniques les plus fréquentes. On pense que c'est à peu près 5% des obésités massives de l'enfance. Donc ça reste quand même très, très modéré. Donc ça, c'est des obésités génétiques monogéniques. Il y a un gène qui est muté, il y a un défaut d'une hormone, d'une voie et ça explique la maladie. Après, on montre qu'il y a ça, c'est vraiment le gène ne marche plus.
en fait, on va avoir des polymorphismes. C'est-à-dire que dans les gènes, il va y avoir des facteurs de susceptibilité qui, à eux seuls, vont augmenter la tendance, on va dire, à prendre du poids, qui vont pas tout expliquer, mais qui augmentent cette tendance. Et ça, c'est l'obésité est une maladie plutôt polygénique, à part les cas rares, où on va avoir plusieurs facteurs de susceptibilité, de variants chromosomiques qui vont faire qu'on est plus sensible à l'environnement. Et en fait, c'est ce qui se passe, c'est que un individu dans un environnement délétère qui a une très bonne génétique, il va peut-être très bien résister. Alors qu'un individu avec une moins bonne génétique, même dans un milieu plus favorisé, va développer plus facilement la maladie obésité. Donc, il y a un facteur de susceptibilité. Alors, c'est extrêmement, on fait beaucoup de progrès en génétique, c'est extrêmement important, notamment sur les obésités sévères de l'enfant, d'évoquer cette possibilité puisque maintenant, il commence à avoir des traitements spécifiques, et notamment il y a la 7-mélanotide, qui est un traitement pour les mutations de ce MC4 récepteur et pour des variantes comme différentes maladies génétiques sévères. Donc ça reste extrêmement limité, mais c'est très important de faire le diagnostic dans l'obésité massive de l'enfant. Et voilà. L'autre point important avec la génétique, c'est qu'effectivement, comme je vous disais, j'ai beaucoup travaillé sur la dépense énergétique. Il y a eu des époques où on se demandait est-ce que c'est pas plutôt un défaut de la dépense énergétique dans l'obésité? Mais quand même, tout ce que nous montre la génétique, c'est quand même plutôt des modifications dans le comportement alimentaire et dans les mécanismes de la faim et de la satiété. Ce qu'on trouve, c'est quand même le primum novus de la susceptibilité génétique est plutôt d'origine neurologique. Et peut-être qu'on va penser que l'obésité est une maladie neuroendocrine entre les hormones bon, du tissu adipeux, puis après on va parler des incrétines, puisque grâce à la connaissance de ces hormones sécrétées par le tube digestif qui signalent au cerveau la satiété, eh bien, il y a des développements importants de médicaments. Et donc, en fait, c'est ce lien qui est un peu rompu entre les hormones de la périphérie qui signalent soit la réplétion des tissus adipeux, soit la réplétion alimentaire, on a fini de manger, et qui vont signaler au cerveau, qui vont un peu bien moins marcher chez les gens qui ont une sensibilité, susceptible à l'obésité. Donc on a fait beaucoup de progrès, il y a encore beaucoup de progrès à faire, mais effectivement, compte tenu des enjeux, et c'est très, très important d'avancer. Donc c'est important aussi, pour les personnes de dire, bah, qu'il y a ces facteurs génétiques, qu'il y a pas que ça. Et je crois que vous aviez une question, est-ce que on est damné par notre génétique en quelque sorte? C'est très intéressant par exemple de reconstituer, sur le MC4 récepteur qui est la maladie, enfin l'altération, monogénique la plus fréquente. On va avoir des familles dans lesquelles, il y a plusieurs personnes atteintes et en fait, elles n'ont pas toutes développé le même niveau d'obésité. Même avec un mauvais gène, on peut, lutter contre son mauvais gène. Mais c'est aussi important de savoir que ces difficultés qu'on a, elles sont aussi liées à notre génétique. Donc c'est pas à négliger, ça n'explique pas tout. On n'est pas damné, hein, mais il faut en tenir compte et dans certaines formes, il peut y avoir des thérapeutiques ciblées et donc c'est extrêmement important. Et c'est un point qu'on avait abordé avec le professeur Renard sur le diabète, justement, qui est aussi énormément impacté par le terrain génétique. Et la génétique, faut vraiment le prendre comme un catalyseur, un potentialisateur de l'environnement. Mais sans environnement, on limite drastiquement quand même l'impact de la génétique. Alors oui, c'est compliqué pour certaines personnes qui ont une mauvaise génétique et qui vont devoir fournir les efforts, entre guillemets, beaucoup plus conséquents que des personnes avec une bonne génétique. Mais en tout cas, c'est pas du tout une fatalité. Le terme catalyseur me paraît très intéressant. Effectivement, ça interfère avec l'environnement et ça fait que c'est plus ou moins facile suivant la génétique qu'on a. C'est ce que je vous disais, on est l'individu pris dans un système et on est avec tout ce qu'on a, parce que là, on parle de la génétique, mais l'influence aussi de l'éducation, du comportement qu'on a intégré a un rôle important aussi. Mmh. C'est un sujet qu'on a abordé plusieurs fois dans le podcast. Les comportements alimentaires, justement, on a 2 épisodes dessus où, le dernier que j'ai tourné avec, 2 psychiatres, je crois que c'est entre, alors suivant les études, peut-être 18 à 30 des patients obèses
enfin des personnes atteintes d'obésité, pardon, qui ont des troubles du comportement alimentaire et donc c'est pareil, c'est une prise en charge qui est nécessaire. On en parlera à la fin aussi de comment prendre en charge l'obésité, mais c'est, un point extrêmement important aussi à prendre en compte. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et effectivement, moi j'en viendrai si dans les années qui viennent peut-être à une définition, je vous dis neuroendocrine de l'obésité Ça et semblerait, pas énergétique comme, je l'aurais pensé à mon début de carrière. et on a parlé de la leptine tout à l'heure. Certaines personnes qui nous écoutent peuvent peut-être se dire: «Ah d'accord, donc peut-être que pour voir si moi j'ai un problème, ça vaut le coup d'aller, doser la leptine, d'aller, faire des dosages sanguins pour savoir si j'ai un problème, à ce niveau-là qui pourrait, expliquer en partie, mon obésité». Qu'est-ce qu'on peut leur répondre à ça? Très bonne question, hein. Effectivement, ça revient à la découverte de la leptine. Quand on a découvert ça, on s'est dit: «Ça y est, on a trouvé l'obésité, tout ça». On a dosé la leptine à tout le monde. Et bon, il a fallu avoir des anticorps et cetera. Et quand on a dosé la leptine à tout le monde, on s'est aperçu que plus on était en obésité, plus on avait de leptine parce qu'elle est fournie par le tissu adipeux. Et en fait, c'est un peu comme l'insuline et l'insulinorésistance dans le diabète de type 2. Bah, de l'insuline, on en a trop parce qu'elle marche mal et donc le pancréas, il s'épuise à en faire pour que ça marche. Et c'est un peu la même chose avec la leptine parce qu'il y a une résistance à l'action de la leptine et en fait, comme elle est produite par le tissu adipeux et que ce tissu adipeux, bah, il se développe et bah, il y a encore plus de leptine. Donc les rares cas, de famille où il y a vraiment un déficit en leptine, où la leptine c'est 0, c'est extrêmement rare et ça doit se dépister, notamment sur l'histoire, de l'obésité massive de l'enfance, hein. Les déficits en leptine, c'est des bébés, qui, vont faire, 40 kilogrammes et qui vont ramper, pour attraper, la nourriture dans le placard, quoi, avec des troubles du comportement alimentaire majeurs et ce qui a été intéressant, c'est que donc ceux-là ont pu être traités par des injections de leptine. Le problème, c'est que la leptine, c'est une cytokine, donc enfin, c'est assez compliqué à traiter. Mais ces enfants qui ont été traités ont récupéré un taux de leptine et ils ont mis un certain temps à réaméliorer leur comportement alimentaire parce qu'ils avaient de la satiété, mais ils avaient perdu les sensations. Donc il a fallu pas mal de temps avant qu'ils récupèrent un comportement alimentaire pseudo normal parce que même, en l'absence, en présence de l'hormone de la satiété, ils avaient, trop eu, l'habitude de manger un peu n'importe comment. En tout cas, doser la leptine, ça sert à rien. Un point, moi, que j'aime beaucoup aborder, alors on répète souvent les mêmes choses, nous, pendant les podcasts, au final, moi, j'aborde la santé un peu par 4 points extrêmement importants pour moi. C'est le sommeil, bon, l'alimentation, là, on en parle forcément, l'activité physique et la santé mentale. Justement, j'aimerais qu'on revienne sur ces 3, le sommeil, l'activité physique et la santé mentale, et leur impact, justement, sur l'obésité. Parce que souvent, on va parler de l'alimentation, on va dire, voilà, faut manger différemment, faire ci, ça. Mais si ça s'intègre pas dans un changement un peu global, ben, on le sait très bien, typiquement, si vous dormez mal, on le voit très bien, nous, en lendemain de garde, la gréline, la leptine se sécrète pas du tout pareil. On a des comportements alimentaires qui sont quand même très altérés. Et donc, il faut voir, je pense, euh, une prise en charge, en tout cas sur les règles hygiéno-diététiques de l'obésité, comme quelque chose de global et pas seulement comme quelque chose juste sur l'alimentation. Oui, ça vous avez tout à fait raison, hein. C'est une prise en charge globale sur, l'ensemble de la vie. C'est pour ça que, la discussion avec le patient va être extrêmement importante. Le sommeil, bien sûr, le sommeil, vous l'avez dit, hein, il y a eu pas mal d'études, expérimentales de privation de sommeil. On dosait les hormones, on voit qu'effectivement ça joue sur les hormones de l'appétit, ça joue sur le cortisol, les hormones de stress, un mauvais sommeil, un manque de sommeil et c'est particulièrement important dans le cas de l'obésité où, la fréquence des apnées du sommeil est majeure. Donc on peut avoir une durée, on se couche à une certaine heure et cetera, mais on a un sommeil, fractionné de très, très mauvaise qualité. Vraiment, le dépistage des apnées du sommeil, est, majeur et recommandé de façon systématique, dès qu'un indice de masse corporelle est supérieur à 35. S'il y a des signes cliniques, notamment les ronflements, les réveils, et cetera, si, on est en obésité. Donc le sommeil, c'est majeur et les rythmes de sommeil, on sait qu'on dort moins qu'avant, qu'on se couche plus tard, que les écrans, bon, les écrans, ça va rejoindre la sédentarité, mais que les écrans fait qu'on a un peu de mal à s'endormir et cetera. Donc le sommeil fait partie, vraiment des recommandations
d'une part, s'assurer qu'il y a pas d'apnée, donc on a un sommeil de qualité et d'autre part, essayer, de dormir mieux. Alors, on revient, de là, on peut aller à la santé mentale, hein. Pourquoi on dort mal aussi? Ça va être toujours pareil, le stress, l'angoisse, la dépression et on peut pas, demander à quelqu'un de faire des efforts sur son comportement alimentaire s'il a des troubles du comportement alimentaire, comme vous l'avez dit, il faut une prise en charge spécifique ou s'il y a une dépression sous-jacente. Donc il est extrêmement important, de s'intéresser à la santé mentale de son patient atteint d'obésité parce que soit ça fait partie du primum novus, hein, dans certaines maladies, psychiatriques, il y a effectivement des troubles alimentaires qui vont conduire à l'obésité, soit ça peut être secondaire. Le fait d'être en obésité, d'être stigmatisé, d'avoir des soucis de santé peut conduire à un état dépressif, ce qui est bien normal. Mais la première chose, ça va être peut-être de soigner la dépression, les troubles de l'humeur, avant de demander aux gens de contrôler leur appétit. On peut pas tout contrôler à la fois, il faut être raisonnable aussi. Donc c'est toujours vraiment la même histoire. Moi je pense que la médecine de l'obésité, c'est peut-être, l'archétype de ce qu'est la médecine, hein. C'est regarder la personne dans sa globalité et puis on rediscutera de la prise en charge. C'est une prise en charge qui est plurimodale et pluridisciplinaire et je pense que la médecine de demain, enfin la médecine de l'obésité pourrait être un exemple pour la médecine de demain et notamment, je pense qu'en médecine générale, on sait bien qu'il faut prendre la personne pour l'obésité, pour dans sa globalité et peut-être pas uniquement ce pourquoi il est venu consulter. Il faut regarder, qu'est-ce qu'il y a derrière, et le pourquoi du comment. Mmh. Donc il faut s'intéresser à tout et vos 4 points qui étaient, le sommeil, l'humeur et l'état mental, l'activité physique en dehors du comportement alimentaire. L'activité physique c'est extrêmement important. On a vu les limitations qui pouvaient être liées à l'environnement. On aura aussi les limitations liées à l'état de santé. Parce que le poids, une personne en obésité, elle se le porte tous les jours, hein. Il y a pas mal maintenant, dans les facultés de médecine, ces fameux costumes, de bibendum qu'on fait porter aux externes ou aux internes pour expliquer ce que c'est de vivre avec 15, 20, 30 kilogrammes de plus toute la journée, hein. D'abord, les personnes en obésité ont une masse musculaire plus développée que les personnes minces, parce qu'il faut porter, son poids, hein, et quand on va perdre, eh ben, si on perd du muscle en perdant aussi du gras, bah, il va falloir, gérer ça. Donc c'est extrêmement l'activité physique est importante, mais il faut voir aussi les conditions de réalisation, à la fois l'aptitude physique qu'il va falloir, augmenter progressivement et puis l'environnement pour savoir quand, comment, la pratique sportive va pouvoir, avoir. Très important, pour les enfants, hein, donc là, à la fois le développement de l'obésité de l'enfant, est inquiétant et le fait qu'on constate une diminution de l'aptitude physique des enfants, dans des choses, simples comme, une course simple, la réduction de l'activité physique, moyenne des enfants français, c'est quelque chose d'extrêmement inquiétant. De toute façon, toutes ces choses-là, même quand on sort un peu du cadre, de l'obésité maladie, restent des choses, essentielles et importantes et ont un impact surtout global, en fait. Je pense qu'il y a très peu de pathologies chroniques, qu'on appelle les maladies de civilisation ou autres, qui ne sont pas liées par, ces 4 facteurs-là, intriqués les uns dans les autres. On va dire que l'avantage de la prévention de l'obésité, que c'est une prévention globale. C'est une prévention globale, c'est notre enjeu de société, là, globalement. On est devant un enjeu de société. La prévention de l'obésité, c'est un enjeu sur nos modes de vie. Est-ce qu'on est prêt à changer quelque chose ou est-ce qu'on est prêt à accepter pour finir qu'on soit tous gros, diabétiques et qu'on meurt plus jeune? C'est tout, après tout. Mais il faut être conscient qu'aujourd'hui, on a encore le choix, peut-être que demain, on l'aura plus. Le quatrième pilier, du coup, moi, que j'utilise souvent, c'est l'alimentation et comme vous avez dit, on entend plein de choses dessus. Moi, le premier, j'ai été un grand fan de cette balance énergétique. Hem, est-ce qu'on peut faire un petit peu le point, justement, maintenant sur l'impact de l'alimentation? Est-ce qu'il s'agit juste de moins manger pour, guérir de l'obésité ou est-ce que c'est un petit peu plus difficile que ça? Et on fera un petit point aussi sur l'alimentation ultra transformée, du coup, parce que je sais que vous avez un point de vue peut-être un peu différent de ce qu'on peut entendre. Alors bon, bah, quand même, ça passe par l'alimentation, hein. Je vous ai dit que tous les progrès de la génétique montraient que c'était quand même ce rapport, sur la faim, la satiété qui était important. Donc la quantité de calories, pour, dire des gros mots, à la fin, ça compte quand même, hein. On peut pas nier ce fait-là. Alors,
qu'est-ce qui va apporter la quantité de calories? Ben, il y a le rapport entre le volume de ce qu'on mange et la densité énergétique. C'est-à-dire que des aliments peuvent être sous un petit volume très riche en calories et on peut avoir des assiettes bien remplies, pauvres en calories, hein. Alors qu'est-ce qui fait la différence? Ben, on a les fameux trucs, le gras et puis là, puis le sucre et Donc quand on boit de l'eau, on a 0 calories, quand on boit un soda, on a plein de sucre, on a des calories. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les calories vides, malgré tout, dans lequel, bah, il y a pas de vitamines, de minéraux, il y a que du sucre et bon, a priori, on peut s'en passer, au quotidien, en tout cas. Après, on va revenir à quelle alimentation on va trouver. Évidemment, c'est important de manger des fruits et légumes, le plus possible des fruits, frais, et cetera, avec des vitamines, donc ça c'est l'idéal. Pour nourrir le monde, on ne peut pas se passer de l'industrie agroalimentaire au jour d'aujourd'hui et de la grande distribution. Donc l'industrie agroalimentaire et la grande distribution a un rôle important pour apporter à la population une alimentation la plus saine possible au prix acceptable par, tous les publics. Alors l'agroalimentaire, je et on va venir à l'ultra transformé. L'agroalimentaire, au cours du XXe siècle, a quand même permis une amélioration de la qualité nutritionnelle de la population importante, qui a joué, grandement dans l'augmentation de l'espérance de vie. On a une espérance de vie actuelle des hommes et des femmes, notamment en France, qui est extraordinaire, hein, avec effectivement le risque aujourd'hui que, ça se dégrade. Donc on a une alimentation qui était plus saine bactériologiquement. On a pratiquement plus, bon, on parle de cas de listériose et cetera, mais de toxi-infection. Et puis on avait une alimentation qui apportait plus de protéines, qu'avant, plus aussi, même de fibres et cetera. On avait une alimentation plus équilibrée. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est que, il y a effectivement une modification, de l'alimentation pour faire consommer plus avec, des exhausteurs de goût et qu'est-ce qui donne le plaisir? Il y a le sucre et le sel. Donc effectivement, pour vendre plus, on est amené à un petit peu modifier, la composition de l'alimentation. Pourquoi je m'énerve sur l'histoire de l'ultra transformé? C'est qu'en fait et là, on a conduit des recherches, avec, des industriels de l'agroalimentaire pour voir comment on pouvait modifier dans un sens positif, l'alimentation et la qualité nutritionnelle d'un produit manufacturé. Parce que je pense pas qu'on va tous cultiver notre jardin, en bio et qu'on va se nourrir, de façon autonome. Je suis peut-être, pas trop réaliste, mais je pense pas. Donc on aura besoin de l'agroalimentaire. On aura besoin de la grande distribution et nous, bon médecins, on a à faire pression sur eux, comme les consommateurs, pour qu'ils nous fournissent une alimentation de qualité. Et si on donne les moyens, enfin si eux mettent les moyens, ils peuvent, améliorer l'alimentation. On a fait des recherches, par exemple, on peut, je sais pas si on peut signer, mais sur, les des biscuits, les les petits déj de Lu là, on a fait une recherche et ils avaient eu à l'époque, les mentions, sur, la digestibilité des glucides et cetera. En fait, il y a une technologie qui fait que, par exemple, les glucides d'un biscuit, vont, être libérés plus lentement et éviter un pic, glycémique et insulinimique. Donc ils peuvent technologiquement, faire des choses. Ils peuvent pas tout faire. Un biscuit, par exemple, si vous mettez pas de gras, il va se briser. Il tiendra pas, personne n'achètera. Après, c'est important, qu'il y ait un dialogue. Ce qui me gêne dans le haro sur l'ultra transformé, c'est que, on oppose les uns avec les autres. On a besoin de tout le monde, il faut qu'il y ait un endroit de dialogue. On peut poser des contraintes à l'agroalimentaire pour qu'il ne fasse pas augmenter la quantité de sucre, la quantité de sel dans un but de faire consommer plus. Mais par contre, il faut comprendre aussi les problèmes qu'ils ont, à la fois de concurrence, de technologie, pour donner des produits qui satisfassent. Donc là encore, c'est comme on disait, c'est pas, noir ou blanc, c'est l'importance qu'il y ait une compréhension mutuelle des enjeux. Au fond, l'industrie agroalimentaire a pas tellement envie d'empoisonner le monde et de faire que les gens meurent plus tôt. Ils ont plutôt intérêt à qu'il y ait plus de gens qui consomment et donc l'intérêt à ce moment-là est commun.
Il faut qu'on ait des groupes de pression suffisamment importants parce qu'évidemment, si on met par exemple, heu, on a accusé, beaucoup les yaourts et à raison, les yaourts, vendus en outre-mer sont plus sucrés que les yaourts vendus en métropole, ce qui contribue au problème, dont on parlait là, de l'obésité en outre-mer. Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'en outre-mer et notamment aux Antilles, arrivent des produits des États-Unis qui, sont très sucrés et donc le goût, des personnes vivant en outre-mer, particulièrement aux Antilles, est habitué à ce niveau de sucre. Donc quand on amène le yaourt de métropole, il n'est pas consommé parce que le goût, n'est pas habitué. Donc pour arriver à améliorer les choses et quand on veut diminuer la quantité de sucre ou la quantité de sel d'un produit et qu'il soit toujours consommé, il faut faire un process continu, c'est-à-dire diminuer extrêmement doucement, mais extrêmement progressivement. C'est comme vous quand vous avez l'habitude de mettre 2 sucres dans le café. Si vous buvez un café pas sucré, vous allez le trouver, c'est horrible. Si vous diminuez progressivement, le jour où vous avez l'habitude de boire le café sans sucre, le jour où il y a un sucre, vous allez trouver ça horrible. Donc il faut arriver à faire des chartes avec l'agroalimentaire. Il faut avoir des pressions parce qu'ils ont une responsabilité. Mais systématiquement opposer la transformation alimentaire par l'industrie à la santé, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas, on gagnera pas. Donc il faut arriver à avoir un lieu de dialogue. Bon, c'était juste un plaidoyer pour le dialogue et je pense que c'est important. Et notamment dans les grands groupes de l'agroalimentaire, il y a des minuscules équipes de nutrition avec des gens très compétents, mais qui se battent contre le marketing. Et donc, à nous, en chercheurs, en médecins, notre but est de donner des arguments à la minuscule équipe de nutrition pour qu'elle ait de l'influence sur le marketing. Ça veut dire qu'il faut que nous, on dise que le produit se vendra moins bien parce que effectivement, c'est de l'ultra transformé, etc., etc. Mais il faut que ça conduise pas à rompre le dialogue et à faire que la boîte squeeze carrément la minus équipe de nutrition. Mmh. Ouais, c'est très intéressant comme point de vue. C'est très rare d'entendre ça. Souvent, on entend l'inverse de luttons contre l'ultra transformé et les vilains industries agroalimentaires qui veulent empoisonner tout le monde. Et je pense que c'est vous qui avez raison, parce qu'en effet, c'est par le dialogue qu'on finira par faire comprendre que ben, l'ultra transformation et l'impact que ça a, en tout cas dans la partie trop sucrée et l'avènement de nouvelles maladies sur les populations, à terme et à long terme, je pense pas que ce soit une stratégie gagnante, que ce soit pour la population et pour l'industrie agroalimentaire. Il y a des conséquences assez rapides, hein. On va parler des médicaments, après c'est des buzz, aux US, mais le fait, que les gens aient pris des GLP agonistes et diminué, leur appétit, avait fait baisser les actions de Walmart et cetera. Donc ils savent très bien quand même que des changements, dans le comportement des consommateurs vont avoir un impact sur, leurs bénéfices. Donc si on arrive à avoir un groupe de pression ou être plus clair dans ce qu'on souhaite, eh bien, je pense qu'on peut avoir de l'influence. Mais je suis peut-être un peu naïve là-dessus. Donc, il y a l'ultra transformé, puis il y a le transformé. On va dire que l'ultra transformé, dans un mauvais sens, est mauvais, mais transformer, c'est important et c'est nécessaire. Et il faut les aider à transformer correctement en tenant compte de leurs contraintes. Mmh. Oui, complètement, parce que eux aussi ont des contraintes derrière, comme vous dites, de Sûr, production, technologique de rendement et toutes ces et choses-là. de concurrence. Mmh. On a rapidement abordé le sujet du sucre là dans ces aliments-là. Ça m'a fait penser à quelque chose que je vois de plus en plus sur les réseaux. J'ai l'impression que c'est pas mal en vogue en ce moment. C'est toute la partie le sucre c'est mal, le sucre c'est mauvais, le sucre c'est un poison et c'est responsable de l'épidémie d'obésité et toutes ces choses-là. C'est un discours qui est très vendeur parce qu'on a un ennemi qui est identifié, qui est devant nous et si on le met de côté, c'est bon, on a l'impression d'avoir tout gagné. J'aimerais bien avoir votre point de vue là-dessus parce que moi je sais que c'est pas aussi noir que ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, c'est comme vous dites, hein, on a envie d'avoir un ennemi à taper dessus. Alors, un coup l'agroalimentaire, un coup le sucre, et cetera. Et le gras, alors.
Est-ce que c'est bien le gras? Bon, notre alimentation, elle est constituée de glucides, de lipides et de protéines. Alors bon, il y a quand même le problème des sodas et des enfants et qui est important, hein, donc je crois que c'est là-dessus qu'il faut œuvrer. C'est, sur le goût, pas développer un goût, de boire des boissons sucrées à la place de l'eau, en permanence. Mais après, je pense qu'il faut raison garder. Il faut choisir ses combats. Il faut choisir ses combats, et être un peu simpliste. Donc sur le sucre, moi sur les boissons sucrées, OK, oui, je me battrai, puis point, point. Après, il faut une alimentation équilibrée et les glucides, c'est important. Les graisses aussi et il faut être un petit peu, équilibré. Heu les emballements, enfin le pire après, c'est la glucose Godness et cetera. Enfin toutes ces dérives-là, sont vraiment, catastrophiques. Des gens qui se mettent des capteurs, glycémiques alors qu'ils sont pas diabétiques. Enfin, c'est des choses extrêmement choquantes, quoi, pour moi. Donc la lutte contre les sodas, notamment pour les enfants, ouais, je pense que c'est quelque chose de simple et peut-être un objectif atteignable. Après, diaboliser, un nutriment pour un autre, bon, il y a que les protéines qui ont toujours bien la cote pourtant. On en mange trop, je crois. C'est vrai que c'est important, comme vous dites. Alors il y en a qui ont fait tout leur marketing dessus, hein, anti-sucre et toutes ces choses-là. Mais, bon déjà qu'un nutriment, soit le grand vilain, il y a eu ça avec le gras dans les années, heu, Mmh. Oui, il y 60-50. avait les faux gras et Ouais, c'est ça, exactement. Tout est une question l'autre d'équilibre dans l'alimentation, en fait, et c'est comme ça ouais, qu'il faut essayer de voir la chose. Et en effet, quand on vous présente un grand vilain devant vous, bah, ça donne envie d'y croire et ça donne envie, d'agir dessus. Mais, moi j'ai vu des choses, des personnes conseiller sur les réseaux d'arrêter de manger des fruits typiquement, parce que c'était trop riche en fructose et que, et c'est exactement. Et ça c'est un vrai gros souci et moi ça me tend et ça m'énerve, énormément, et je prends un malin plaisir maintenant à de toute façon, tous les régimes exotiques qui vous privent de quelque chose, c'est attrayant. À court terme, bien sûr. Parce que bon, plus le régime est complexe, plus, quand vous le faites, «Ah ça y est, je fais mon régime», vous allez être sans arrêt focalisé: «Ah non, ça je peux pas le manger, ça». Du coup, on hyper contrôle son alimentation et on mange moins, quoi. Mais combien de temps on peut vivre ça avec un régime dissocié? Mais bon, ça fait marcher un certain business, hein. Le problème aussi, enfin bon, c'est le business de l'obésité, le business de la masseur. C'est un bon business. mmh, le et puis dans toutes les pans de la santé, le business de la peur au final, hein, c'est sur ça Bien sûr, que les gens jouent beaucoup, et sûr. c'est un vrai problème. Et quand vous Parfois, on dites va avoir peur de choses, très peu probables et pas peur de grosses choses évidentes qu'on sait très bien d'ailleurs, comme de fumer ou de boire de l'alcool. On sait très bien que c'est pas bon à la santé. Il y a pas besoin de faire un gros market là-dessus, mais on continue à boire de l'alcool et à fumer et on va pas prendre, parce qu'il y a peut-être un contaminant qui mmh. peut-être, a une probabilité infime de nous faire du mal. Je vous coupe 5 secondes juste pour vous demander de vous abonner si vous aimez le podcast et de mettre 5 étoiles sur Spotify et les plateformes comme YouTube ou Deezer. Ça nous soutient et nous permet d'avoir toujours plus d'invités exceptionnels. Un point que j'aimerais aborder, qui est un pan de la recherche qui est, en cours de développement, et j'ai tourné un épisode dessus justement il y a de ça une semaine, c'est le microbiote intestinal et le lien potentiel avec, l'obésité justement, la digestibilité et toutes ces choses-là. Est-ce que vous avez des infos un petit peu à nous donner, là-dessus? Ça donc les grands je vous dis, dans le monde de l'obésité et de la recherche, il y a beaucoup de choses qui avancent. Donc on a eu, des grandes avancées de la génétique et les grosses avancées, c'était le microbiote, hein. La diversité du microbiote, le rôle des fibres sur ce microbiote. Donc on s'est aperçu que les gens avec du diabète ou de l'obésité avaient un microbiote peu varié. En fait, un microbiote, c'est, on effectivement, on parle que c'est, notre second cerveau et cetera. On vit, avec dans notre intestin une flore bactérienne, qui est riche
et qui se nourrit de ce qu'on mange, hein, et notamment de ce qui est dégradé, et les résidus qu'on va trouver dans le côlon, etc. Donc cette flore bactérienne, elle dépend de qui on est, elle nous est très propre, hein, c'est le cas de le dire. On sait que après une greffe de moelle où on fait une décontamination complète du tube digestif pour avoir aucune bactérie, les gens récupèrent leur flore initiale, hein, donc c'est quelque chose qui est extrêmement propre à l'individu, donc ça fait partie de cette symbiose qu'on a, mais elle peut être modulée par notre alimentation et notamment par les fibres qui vont favoriser les bonnes bactéries et surtout la diversité des bactéries. En fait, les bactéries, c'est des colonies, les unes interagissent avec les autres et on a besoin de cette diversité pour avoir une bonne flore intestinale. Lorsque cette flore est pauvre, il va y avoir des modifications de la perméabilité de l'intestin qui va faire qu'il va y avoir des toxines endogènes qui vont être produites et qui vont être responsables de cette inflammation à bas bruit qui fait le lit notamment des altérations cardiovasculaires. Donc ça a été quand même les grosses avancées, c'est ce lien entre maladie métabolique et qualité de la flore intestinale et on est toujours dans ce lien intestin, cerveau, et puis barrière interne et puis les conséquences santé sur l'ensemble de l'organisme. Donc, on s'est aperçu qu'il y avait des bonnes et des mauvaises bactéries. On s'est aperçu que, en fait, et on s'est aperçu parce qu'on avait du mal à cultiver les progrès. Pourquoi on s'est intéressé au microbiote? Parce qu'il y a quand même des gens dans les années même 60 qui parlaient des effets des fibres alimentaires et du butyrate, de la production des acides gras volatiles. Il y a plein de gens qui parlaient des fibres et qu'on considérait comme des petits rigolos qui faisaient de la nutrition, hein. C'était pas sérieux de parler de fibres, des choses comme ça. Maintenant, c'est très mode parce qu'on a réussi à pouvoir identifier l'ADN des bactéries et donc identifier des bactéries qu'on n'arrivait pas à cultiver. Et donc, on a eu un développement très important de la connaissance de cette flore digestive. Donc, on s'est aperçu que effectivement les fibres alimentaires favorisaient la bonne, la variabilité de cette flore et qu'effectivement, ça jouait sur la qualité de la barrière intestinale, ça joue également sur des productions hormonales locales, et cetera. Donc il y a beaucoup d'avancées sur cette flore, avec l'idée évidemment qu'on pourrait donner dans l'alimentation de la flore favorable. Alors, c'est beaucoup moins facile parce qu'il faut que les bactéries qu'on ingère puissent vraiment s'implanter et rester. Donc en fait, il y a eu pas mal de choses avec des probiotiques, mais il faut en prendre au quotidien. Donc il y a eu des avancées importantes sur la compréhension. Les sanctions thérapeutiques sont pas encore vraiment à l'ordre du jour, mais sont en recherche. Il y a notre collègue belge, Patrice Cagny, qui avait vu des choses avec Akkermansia. Donc il y a eu des études chez l'homme où on donnait de l'Akkermansia musciphylla pour favoriser cette flore. C'est quand même un peu plus compliqué que ça paraissait au début, mais c'est toujours des voies de recherche. Je pense que les années, la dizaine d'années à venir en tout cas, va être, impressionnante je pense de découvertes à ce niveau-là et j'ai un peu hâte de voir comment ça va évoluer. Vous avez abordé ça, le sujet rapidement de l'inflammation de bas grade, c'est justement ma question d'après. Quelque chose qu'on entend beaucoup parler, la graisse viscérale, l'inflammation de bas grade et justement les conséquences un peu sur la santé. Est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve dans l'obésité? Bien sûr. Donc dans l'obésité, déjà, si on mesure la CRP, c'est pas des taux, d'infection, hein, mais on a une CRP qui est un petit peu plus haute. Donc il y a une inflammation, de bas grade dans l'obésité et la répartition des graisses, hein, bon, on pourra essayer de revenir à la définition de l'obésité. La répartition des graisses va jouer un rôle important puisque c'est quand même, la graisse viscérale, périviscérale qui se traduit, par, une augmentation du tour de taille, qui est, délétère du point de vue métabolique. Ça ne veut pas dire que la graisse périphérique, notamment, des hanches, n'a pas des conséquences santé, notamment sur les genoux, par exemple, le poids, sur la gonarthrose. Mais cette répartition androïde des graisses, androïde parce que c'est plutôt les hommes qui normalement ont ça, mais et qui se mesure avec le tour de taille, est un signe
d'états métaboliques potentiels. Et alors, pourquoi cette graisse viscérale, elle est si mauvaise? D'une part, c'est parce qu'elle est autour des organes importants. Elle doit être notamment autour du pancréas et possiblement infiltrer le pancréas, autour du cœur et possiblement aussi infiltrer le cœur. Et surtout, elle a un turnover des acides gras qui est plus important que la graisse périphérique. Pour finir, la graisse périphérique, la graisse des cuisses, des hanches, qui nous traumatise nous autres les femmes, elle stocke là, elle la coince. Elle la coince et elle la coince des fois tellement qu'il y a de la fibrose autour et que ça a beaucoup de mal à partir, même avec des régimes sévères, voire même parfois avec la chirurgie bariatrique. Donc la périphérie, elle est là pour stocker la graisse. Le viscéral, non, il y a un flux permanent et sans bombarde, pour finir, l'ensemble de l'organisme avec ses acides gras qui sont stockés, il y a un turnover important. Donc, elle est beaucoup plus délétère et effectivement, associée à ces phénomènes sur le microbiote, l'inflammation, c'est ce qui va augmenter notamment le risque cardiovasculaire et donner les complications de l'obésité. Et justement, ces complications-là, alors quand je vous avais envoyé un peu la liste des thématiques, vous avez fait une bonne remarque qui est de différencier un petit peu les complications de l'obésité et aussi les comorbidités, les maladies qui arrivent en même temps et qui sont causées un peu par les mêmes facteurs au final que l'obésité. Est-ce qu'on peut faire un petit point là-dessus? Oui, et puis je vais simplement revenir sur cette définition de l'obésité. Oui, oui, complètement. Donc, on était parti sur l'IMC, sur la définition et que l'IMC était un peu limité. Et ça a été l'objet d'une réflexion qu'on a eue dans une commission du Lancet où 56 experts internationaux ont été réunis pour essayer de poser une question stupide, comment définir l'obésité? Ça a été pratiquement 3 ans de réunions mensuelles de 2 heures où on a commencé par s'étriper en disant: «Mais est-ce qu'il y a vraiment besoin de refaire une définition alors que bon, on a déjà du mal à faire reconnaître comme une maladie et cetera? Est-ce que ça va pas jeter de la confusion?» Bon, donc ça a été assez sportif et il y a un monsieur qui s'appelle Francesco Rubino qui est un anglo-italien très tenace qui tenait à ça et dont l'argument était nous, spécialistes de l'obésité, on est convaincus que c'est une maladie et cetera, mais c'est pas le cas des cardiologues, c'est pas le cas de la plupart des gens et on aura beau dire ça, si on n'a pas des vrais arguments, on n'arrivera pas et il partait et au lieu de s'étriper sur des choses, revenons à comment on définit une maladie. Et donc, il a commencé par nous faire venir des gens, des spécialistes du lupus, de maladies psychiatriques. Comment on définit une maladie? On définit une maladie, alors dans l'idéal, on a par exemple, une maladie infectieuse, c'est assez simple. On a un virus, une bactérie qui va agresser un organe et qui va donner des signes cliniques. Donc, ça, c'est l'idéal, on peut tracer la chaîne. Et donc, on définit une maladie, il y a un agent infecteur, il y a un organe cible et puis, il y a des conséquences cliniques, la fièvre et cetera. Donc comment on peut faire calquer ça avec l'obésité? C'est pour ça que, bon, on a dit quand même, le problème, ça reste la graisse, hein. On était à peu près d'accord. La graisse. Après, on ne sait pas vraiment, c'est très compliqué tout ce qui produit la graisse, c'est tout ce qu'on a dit avant avec la MAP et cetera. Mais après cette graisse, elle va avoir des conséquences directes. Et le problème qu'on a, c'est même quand l'OMS parle de l'obésité comme cause de X% de maladies, on considère toujours l'obésité comme un facteur de risque d'autres maladies. C'est un facteur de risque de cancer, un facteur de risque d'hypertension, un facteur de risque de diabète, etc. Mais pas comme une maladie en soi. Et donc l'idée était de dire que comment on peut définir l'obésité en une maladie en elle-même, c'est-à-dire que cet excès de gras conduit directement à des altérations d'organes. Et c'est comme ça qu'on a pris organe après organe. Pour finir, on arrive à peu près à ce qu'on appelait les complications de l'obésité. Mais par exemple, il y a eu beaucoup de discussions sur le diabète de type 2, qui moi me paraissait quelque chose d'important puisque la graisse peut quand même infiltrer le pancréas. Mais il disait, on va garder que les maladies dans lesquelles il n'y a pas besoin d'un facteur rajouté pour dire que c'est l'obésité qui l'a causé. Quand on a une atteinte cardiaque avec un péricarde plein de graisse, c'est l'obésité. Quand on a une arthrose de genou, c'est l'obésité, et cetera. Donc on a pris
bon, quand même la liste qui ressemble à ce qu'on appelait des complications, mais dans lequel on avait des arguments assez forts pour dire que c'était la graisse en soi, la maladie obésité, qui était le facteur primitif, le facteur causal. Et pour finir, pour le diabète, on est arrivé à quand même par l'insulino-résistance causée par cette graisse abdominale à avoir le fameux quasiment syndrome métabolique. Donc on a quand même réussi à se mettre d'accord. Et donc vraiment, c'était psychologique, c'était de prouver que directement l'excès de graisse n'était pas qu'un facteur de risque, c'était une maladie causale. Et donc on avait une maladie. On a dépassé l'IMC parce qu'il fallait essayer d'approcher au maximum la masse grasse. Donc, dans l'idéal, c'est d'avoir une composition corporelle qui prouve que de la masse grasse. C'est un idéal qui est quand même pas réalisable facilement partout dans le monde, mais qui est conseillé. Et comme surrogate, comme là, on a des variables avec le tour de taille essentiellement. Et donc, il y a ajouté à l'IMC le tour de taille. Ça nous permet de mettre, pour finir, dans l'obésité. Et donc ça, je pourrais donner la référence de l'article exactement, surtout que le Lancet fait beaucoup de promotion pour ça, avec exactement les mesures sur lesquelles on s'est entendu. Ça permet de mettre dans l'obésité à risque, même des gens qui ont un IMC qui va être à 27 ou 28. Ce qu'on voit bien souvent chez nos diabétiques de type 2, ils sont pas à 30, mais ils ont une répartition androgyne de graisse et ils sont vraiment dans l'excès de gras qui donne des altérations de santé. Donc ça, on est allé plus loin dans cette commission, on a défini l'obésité préclinique de l'obésité clinique. C'est-à-dire, pour dire obésité, il faut avoir soit l'indice de masse corporelle et un tour de taille, soit vraiment une preuve de la répartition androïde des graisses. Donc ça, on dit il y a un excès de masse grasse, c'est la maladie obésité. Mais elle peut être préclinique, c'est-à-dire quand on a fait un check-up complet de son patient, eh bien à ce stade-là, cette graisse n'a pas entraîné d'altération, on est en état préclinique. Ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire, ça veut dire qu'au contraire, on a toutes les chances d'éviter qu'il passe au stade clinique. Et le stade clinique, c'est quand on a des signes cliniques de la maladie obésité. Donc pour revenir aux définitions qui étaient un peu confuses. On va avoir des maladies reliées à l'obésité, comme par exemple le diabète de type 2, c'est une maladie reliée à l'obésité, mais qui nécessite quand même, en plus d'avoir un défaut de la sécrétion d'insuline, qui n'est pas directement lié à l'excès de masse grasse. On va avoir des maladies comme le cancer qui sont favorisées par l'obésité. Et puis, on va voir les complications de l'obésité directement qui sont, par exemple, une insuffisance cardiaque qui se décompense. C'est quelqu'un qui était dans la maladie clinique et qui aggrave sa situation avec carrément une déficience d'organes. Ça peut être la stéatose hépatique qui passe à l'état de fibrose. Ça, c'est une complication. C'est c'est assez bon. L'article du Lancet, il fait 54 pages. On m'avait demandé de faire une petite revue de synthèse pour Bon, cette nouvelle définition est parfois vue comme un peu compliquée. Ce qui est important, la morale de l'histoire, c'est le patient, faut le regarder dans sa globalité pour voir les conséquences de cet excès de masse grasse. C'est vraiment ce qui est important et pour éviter aussi la stigmatisation sur la corpulence. Distinguer pour finir ce qui est une variante de sa corpulence et des conséquences santé que peut avoir cette corpulence sans jugement de valeur et sans stigmatisation. Je pense que cette définition-là, elle est très complète, hein. 3 ans pour faire une définition, heureusement qu'elle est très complète. Hem et elle reprend une question importante, je trouve aussi, c'est que, est-ce qu'on peut être obèse et en bonne santé, au final? Ou est-ce que de par cette définition-là, forcément, on alors, je parle de la bonne santé, pas forcément comme, le fait de pas être malade, de pas avoir de conséquences, mais est-ce qu'on peut être obèse et en bonne santé, métabolique? Alors il y a métabolique et pas métabolique. Effectivement, il y a eu beaucoup de publications sur les obésités non métaboliques, enfin une obésité qui serait pas métabolique. Et d'ailleurs,
Pour des obésités extrêmes, voilà les patients que j'ai été amenée voir, des IMC à 50-55, ils ont souvent un bilan lipidique, un bilan glycémique nickel. En fait, ils ont développé, une capacité à stocker en périphérie, bon. Alors ils ont d'autres conséquences, notamment respiratoires quand même, parce que ça pèse, gonarthrose et cetera, mais ils ont pas d'altération, métabolique et d'ailleurs, c'est quand même un intérêt de la définition, c'est que pour l'instant, on considérait, l'obésité quand il y avait des conséquences métaboliques. Le métabolique, l'emporte surtout. Si, on a, du diabète, ben voilà, on est malade. Si on a juste le poids, on n'est pas malade. Donc, cette définition, permet de justement d'avoir l'obésité préclinique, c'est-à-dire on a l'obésité, mais au jour d'aujourd'hui, on n'a aucune altération de santé et ça nécessite un suivi, mais on pourra rester sans ces altérations. Malheureusement, c'est pas, la majorité, des patients où, on a, quand même, ces facteurs de risque et on aura soit de l'obésité métabolique, mais il faut pas, hem, ignorer toutes les autres conséquences, les conséquences mécaniques, les conséquences, psychologiques et les conséquences sociales, qui fait que malgré tout la société, n'accepte pas toujours, la patient en obésité. Et il peut y avoir une vision négative de quelqu'un en obésité à l'embauche et cetera. Donc le métabolique, c'est important, mais ça résume pas tout et il y a d'autres conséquences, de l'obésité qui sont importantes à prendre en compte et à explorer lorsqu'on est médecin de son patient. Je vous interromps juste 5 secondes une dernière fois pour vous préciser que si vous souhaitez contester une chose qui a été dite durant l'épisode, vous pouvez le faire avec le lien en description qui vous emmène vers un Google Doc où vous pouvez, étude à l'appui, nous justifier vos contradictions. N'hésitez surtout pas. Un point qu'on a abordé aussi tout à l'heure, qui est extrêmement important je pense, c'est la partie sur les enfants. Parce que l'obésité infantile, je pense, évolue grandement aussi. Est-ce qu'on a un petit peu des chiffres dessus et sur justement les conséquences chez les enfants et les adolescents avec l'apparition de complications précoces? Tout à fait. D'une part, les chiffres, ben, on en a, mais ils sont parcellaires et comme je vous le disais, je déplore et je plaide pour qu'on ait au niveau national, de façon continue, les données, des examens de santé au cours, dans les écoles, ce qui nous permettra d'avoir une vue, exhaustive et tout type de population de l'obésité de l'enfant, c'est majeur. On a, une organisation de la santé, qui, dans certaines régions, est excellente sur l'obésité de l'enfant avec les réseaux, REPOP, qui sont, des réseaux, destinés à l'obésité de l'enfant, qui à la fois ont permis, dans certaines régions, malheureusement, c'est à peu près la moitié de la France qui est couverte et parfois avec des dérogations, données par les ARS pour avoir, du soin diététique, psychologique à pas. C'est pas partout, mais quand ça existe, ça marche très bien. On a une prise en charge de l'obésité de l'enfant qui, doit être précoce, qui doit être non stigmatisante. C'est difficile, mais c'est difficile avec les parents, et qui doit porter bien sûr sur l'alimentation, mais sur l'activité physique et sur le bien-être global de l'enfant et donc ça, c'est extrêmement important. Il faut qu'il y ait un dépistage, donc qui peut se faire à l'école. Il faut qu'il y ait une prise en charge adaptée. Parmi, les innovations en santé d'article 51, il y a ce qu'on appelle Mission Retrouve ton cap, qui est, donc un forfait, prise en charge diététique, APA, psychologie en fonction pour les enfants qui sont dépistés en surpoids, en obésité. Dépistage par le médecin généraliste, prise en charge dans un centre de santé qui a adhéré à Mission Retrouve ton cap et au résultat rendu au médecin traitant, donc ça, c'est très important. L'avantage de l'enfant, c'est qu'il grandit, donc il y a pas besoin qu'il maigrisse, mais il faut qu'il arrête de prendre du poids. C'est qu'il y a quand même souvent, des erreurs alimentaires du style les sodas et cetera qui sont, assez évidentes et si, il y a une compliance de la famille, ils peuvent être faciles. Il faut pas stigmatiser l'enfant, il faut pas faire trop de pression sur l'enfant non plus. Donc il faut des gens qui ont été formés à l'obésité de l'enfant.
Les conséquences, elles vont être, à la fois elles peuvent être métaboliques et malheureusement, on arrive à voir, heureusement encore rarement, mais du diabète de type 2 de façon précoce. Donc ça, c'est extrêmement, délétère et dangereux. Et puis, il y a des troubles de la croissance et notamment des risques d'épiphysiolyse, qui sont plus marqués. Donc, c'est très, très important d'être dans l'obésité de l'enfant. Dans les articles 51 sur l'obésité, vous savez, ces innovations en santé qui sont en cours d'expérimentation, il y en a eu plusieurs, il y en a plusieurs, des qui marchent très bien. Il y a, dans la région de Clermont-Ferrand, il y a Proxob, qui est en proximité des équipes qui vont aller en proximité des familles pour essayer, d'aider. Il y a Obépédia qui correspond qu'aux obésités sévères avec une prise en charge ville-hôpital. Donc il y a beaucoup d'actions actuellement sur la prise en charge de l'enfant qui, j'espère, vont passer, dans le soin courant et déjà Mission retrouve ton cap qui existe. Malheureusement, ça a été lancé un peu rapidement, il n'y avait pas assez d'équipes formées. Apparemment, les forfaits, notamment pour les paramédicaux, n'étaient pas très satisfaisants. Il n'y a pas beaucoup d'équipes pour ça, mais ça devrait se développer et c'est une ressource à disposition du médecin généraliste pour, confier des enfants quand il s'aperçoit, d'une dérive. OK, donc c'est un problème qui est quand même bien pris en charge et Bien en part en prise en identifié, qui voilà, il y a en tout cas, la communauté s'est beaucoup mobilisée, notamment les pédiatres, et notamment, ben, il faut quand même parler des centres spécialisés en obésité. On a la chance en France depuis le plan obésité, tiens, je perds les chiffres. Oui, j'ai un problème de chiffres. Il y a longtemps, d'avoir eu la création des centres spécialisés en obésité, qui sont des centres de référence, qui ont, la partie adulte, la partie chirurgicale et la partie pédiatrique et les pédiatres, ont beaucoup œuvré pour, développer ces réseaux et pour, lancer ces programmes d'innovation et on espère qu'ils seront bien évalués et que ça passera dans le soin courant le plus tôt possible parce que c'est un problème majeur, mais c'est une formation assez spécifique quand même, l'obésité de l'enfant. Il faut pas faire n'importe quoi parce qu'avec, la meilleure volonté du monde, on peut faire, d'énormes bêtises, et notamment, mettre trop de pression sur l'enfant et développer des troubles du comportement. Malheureusement, dans l'histoire clinique, des patients, on a très souvent des patients qui nous racontent que, leur mère, parce que c'est souvent les mères qui sont en charge, les ont brimés, les empêchaient de manger, mangeaient en cachette et ils ont développé des troubles du comportement alimentaire et n'ont pas résolu, leur problème d'obésité. Donc c'est quelque chose qui doit être pris en compte et qui nécessite une formation spécifique, mais ces réseaux, les REPOP, font des formations, de médecins et de paramédicaux de façon très régulière sur, comment gérer une obésité de l'enfant. Vous pourrez inviter des gens d'ailleurs des REPOP, pour en parler, je pense que ce sera intéressant. aborder le sujet de la prise en charge un peu multifactorielle et de la nécessité de prendre l'individu dans son ensemble. On peut pas parler d'obésité sans parler des nouveaux médicaments qui ont été, Bien sûr. développés, mis sur le marché actuellement. Moi, je le vois en cabinet pour le coup, c'est de plus en plus, demandé, même si, c'est pas remboursé pour une majorité des personnes. Est-ce qu'on peut faire un petit peu le point justement sur ces traitements-là et leur efficacité? Alors bon, c'est la suite des recherches et des découvertes sur ces fameux liens, intestin-cerveau. Donc ça part des incrétines, les hormones qui sont sécrétées, physiologiquement, au moment de la digestion par l'intestin, dans lequel, bah, il y a bien sûr, il y a l'insuline qui est là, mais l'insuline va plutôt, favoriser le stockage et l'anabolisme et pas, signaler, la répression au cerveau et puis on va avoir le glucagon-like peptide celui, sur lequel, les développements médicamenteux ont eu lieu d'abord. Il y a le GIP, le gastro-intestinal peptide, il y a le VIP, il y a plein de peptides digestifs. Donc, il y a maintenant largement plus de 10 ans, il y a eu un développement des GLP-1 agonistes dans, le diabète parce que, ces incrétines, elles favorisent la stimulation la séc donc, dans le diabète de type 2, c'est extrêmement intéressant et il y a eu le développement de ces agonistes, qui, ont permis effectivement des avancées assez majeures, dans la stratégie thérapeutique du diabète et surtout, donc c'est des produits qui sont en injectables et on a assisté à des choses, extrêmement intéressantes où, les premières versions étaient en injection biquotidienne, quotidienne, puis hebdomadaire. Ils ont modifié les galéniques et plus en fait, la durée d'action était longue, plus le produit était efficace.
Et donc, on a des produits, à injection, injection, mensuelle. Donc ça a été développé dans le diabète. On a vu, une efficacité, sur, la glycémie, l'hémoglobinité et puis on a vu, également une efficacité sur la satiété, sur le poids. Donc, l'idée, des laboratoires ont été bien sûr d'aller vers l'obésité. Il y avait quand même pas mal de réticence, quand même à aller vers l'obésité. C'est un marché énorme avec un potentiel majeur, de risque. Puisqu'on a, quand même toute l'histoire des médicaments de l'obésité dans lequel, dès qu'ils ont été développés et vendus à une échelle trop large, les effets secondaires majeurs ont fait retirer les médicaments. Donc les laboratoires n'ont pas toujours été très friands, du marché obésité, bien que celui-ci, soit énorme et se développe, par, le rapport, sur, les effets secondaires. Donc avec, l'histoire dans le diabète où on s'est aperçu que les effets secondaires étaient principalement digestifs, ce qui était bien, normal compte tenu, du fait que c'est des analogues d'hormones digestives. Donc les effets secondaires sont, des diarrhées, des ballonnements, des troubles digestifs, c'est les effets majeurs, qui s'atténuent, avec le temps, qui s'atténuent en fonction de la dose. On n'a pas eu de signal d'alarme majeur sur ce type de produit dans le diabète de type 2. Donc les laboratoires, du coup, ont continué le développement dans l'obésité et donc le laboratoire Novo a été, celui qui est allé le plus loin initialement avec le sémaglutide. Le sémaglutide qu'ils avaient développé Ozempic dans le diabète et qui à dose de 2,4 milligrammes, donnait des résultats intéressants dans l'obésité puisqu'on est arrivé à des résultats de 15 de perte de poids, dans les études et qui étaient, très intéressants. Et puis là, ben, on voit un emballement, la course, en avant avec des produits de plus en plus puissants, soit d'autres types d'analogues, du GLP-1, soit, des combinés de différentes, molécules, hein. Donc, on a bien sûr, le Mounjaro, le produit, de Lilly, qui est à la fois un GLP-1 agoniste, mais aussi un agoniste du récepteur, au glucagon. Et puis on a plein d'autres produits et plus, ils sont de plus en plus efficaces, quoi. On a l'impression, au moins dans les études, qu'ils sont extrêmement efficaces et pouvant concurrencer, la chirurgie bariatrique, bien qu'actuellement, au jour de jour, il n'y a eu aucune étude comparative entre ces produits et la chirurgie bariatrique. Donc on est dans une course en avant, bon, on sait que Novo avait, explosé et rapportait, je sais pas quoi au Danemark, autant que l'ensemble du pays, enfin des choses assez, au point de vue business, assez magiques, couverture, les drogues de l'année et cetera. Bon, il va falloir que tout ça se tasse et revienne à un rythme, normal. Pour être clair, c'est quand même extrêmement intéressant d'avoir des médicaments pour traiter l'obésité. Des médicaments dont le rapport, risque-efficacité paraît quand même bon, puisque les effets sont surtout, digestifs. Il y a eu des alertes, au niveau, cancer thyroïdien qui sont surveillées, mais a priori, il y a rien. Il y a eu des alertes sur une rétinopathie qui également sont surveillées, mais qui, ne semblent pas donner suite. On aurait quand même des produits qui auraient une bonne safety, comme on dit et une excellente efficacité. Pour, malheureusement avoir eu l'expérience de toutes, les essais antérieurs, eh bien, on sait qu'un produit qui va être mal utilisé, qui va être utilisé à trop large échelle, a tout risque d'avoir des effets secondaires qui n'étaient pas vus ou, qui vont devenir majeurs et qui vont faire retirer le produit du marché. Donc nous, on est extrêmement, à la fois excités, par toutes ces molécules et puis extrêmement, réservés sur, le risque potentiel de les voir disparaître alors que c'est des médicaments extrêmement utiles pour nos patients atteints d'obésité sévère ou d'obésité clinique, suivant la nouvelle définition. Donc
il va falloir, et l'autre chose qui est extrêmement importante, c'est que la maladie obésité, elle se traite peut-être avec des médicaments, mais pas que. On peut pas oublier, tout l'environnement, tout ce qu'on a dit avant. C'est pas parce qu'on a un médicament que tout ce qu'on a dit, tous les facteurs environnementaux, le sommeil, les troubles du comportement alimentaire qu'il va falloir dépister. Ça marche peut-être bien, mais pas toujours, et cetera et cetera. L'environnement, le pluriprofessionnel et surtout, il faut quand même avoir l'expérience de ces médicaments sur, l'effet dose. Il faut trouver, la dose qui va permettre d'avoir une certaine efficacité sans trop, d'effets secondaires. Si, les gens, vont s'acheter ça, on entend partout qu'il y a des téléconsultations, sauvages qui donnent des ordonnances et que les gens se débrouillent. S'ils vont d'emblée à la dose maximale, ils vont avoir les effets secondaires sans en avoir les effets bénéfiques donc là, heu, c'est toujours pareil, les pharmacologues de la pharmacovigilance disent, que, pour, le rapport risque-bénéfice a été étudié, dans les études pour des patients atteints d'une maladie, clinique et donc le rapport risque-bénéfice est très favorable. Pour des gens qui ont un petit problème de surpoids ou, un surpoids, fictif, il le rap l'efficacité va pas être bonne parce que c'est pas la cible, mais par contre le risque, il va être majeur. Donc on va être dans un très mauvais rapport risque-bénéfice. Donc c'est un petit peu la crainte qu'on a, les pressions qui vont être faites pour les médecins pour qu'ils prescrivent. Les médecins qui vont pas toujours être très à l'aise pour, cette prescription heu, pas qui n'auront pas encore tout l'environnement, paramédical et cetera pour, soigner les patients. Les gens qui vont prendre ça de façon sauvage, et cetera et donc on est à un tournant de l'histoire, tournant très intéressant, très important. Faut pas perdre cette chance. Faut pas perdre cette chance et garder, l'idée que c'est une maladie qui est plurifactorielle, qu'effectivement il y a ce rapport, neuroendocrine qui est déréglé et que le médicament peut être une aide majeure, pour, le régler. Mais il va falloir aussi, ne pas oublier, les autres facteurs d'environnement et aider le patient à s'y retrouver. On a tous envie d'une solution magique. On a tous vu aussi la chirurgie de l'obésité qui a été une solution magique, qui a eu, dans ses débuts, des heurts et des malheurs, qui maintenant a bien trouvé sa place, qui est bien régulée en France et qui donne de très bons résultats et donc il faut arriver à faire la part des choses. Ça peut prendre un peu de temps, ça peut faire du dégât, entre-temps et enfin, surtout ne pas perdre ce médicament, pour ceux qui en ont besoin. Je vois ça moi un peu comme, au final, comme pour le diabète, ou les traitements du diabète qui, on aura beau avoir n'importe quel traitement, si on met pas des choses en place à côté, pour, diminuer, la consommation, de produits sucrés, pour faire l'activité physique et toutes ces choses-là, bah, au final le traitement, n'aura qu'une toute petite efficacité par rapport à sa possibilité, voire pas d'efficacité du tout, quoi. Dans les études, on a des chiffres magiques et puis il y a toujours, le range, hein. Tout le monde a pas il y a des mauvais répondeurs, ce genre de choses et puis il y a même dans les études où, les gens sont suivis, le médicament est, gratuit, il y a un pourcentage d'abandon qui est important, qui est pratiquement de 20. Donc voilà, hein, donc c'est pas magique. Et je pense qu'on a fait pas mal le tour du sujet. Ça fait quasiment 1 heure et demie maintenant. J'aime bien toujours faire un petit point de conclusion un peu résumé. Là, si il y avait 5 choses que ceux qui nous écoutent devaient retenir par rapport à notre échange d'1 heure et demie, ce serait quoi? Alors l'obésité, c'est une maladie, c'est pas simplement un facteur de risque. C'est une maladie qui, doit être prise en charge de façon globale, sans stigmatisation. Très important la stigmatisation. Donc ça va nécessiter pour le médecin un examen clinique complet, une discussion importante avec le patient sur, ses attentes, parce que c'est toujours une négociation sur les attentes. Parfois mettre, en face, les possibilités, en regard des attentes. S'il ne faut pas opposer traitement de la maladie et prévention. Ça serait une grossière erreur, dire: «C'est la maladie de la société, ça se traite pas avec des médicaments». Il faut soigner les gens atteints, mais c'est toujours l'histoire de la pente, hein. Chacun effectivement, chaque individu doit faire des efforts, mais c'est aussi à la société de faire que les efforts à faire, la pente pour arriver à ces efforts soit moins important. C'est vraiment un enjeu de société, un enjeu pour nos enfants, un enjeu pour l'avenir et quand on voit les projections qui sont faites, pour 2005, il faut faire mentir ces projections.
au moins en France. Et la dernière chose, c'est important si on fait de la santé publique d'avoir des données. Et c'est majeur de pouvoir avoir des données chez les enfants, par l'école. On demande beaucoup de choses à l'école, mais c'est l'endroit où toute la société se retrouve. Et donc, si les examens de santé scolaire pouvaient être numérisés, analysés au niveau national, on saurait ce qu'on fait. En tout cas, merci de vous intéresser à l'obésité. Les médecins généralistes vont être en première ligne et c'est très, très important qu'ils s'intéressent à cette belle maladie qui touche trop de gens. Ouais, je suis bien d'accord avec vous et merci beaucoup d'avoir pris le temps, de faire cet épisode-là. Je vais couper juste l'enregistrement et puis je vous garde juste 2-3 minutes derrière et on sera bon et puis pour ceux qui nous écoutent, on se dit à dans 2 semaines. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin. Vous avez maintenant des outils pour prendre soin de votre santé au quotidien. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre 5 étoiles. Nous on se retrouve dans 2 semaines. Ciao.